nous sommes samedi soir et j'ouvre une nouvelle semaine de vlog. Samedi parce que mon conjoint n'est pas là, parce que mon fils dort, que j'ai un peu de temps et que j'ai des choses à vous raconter. Donc j'ouvre cette semaine de vlog ce soir. En commençant par vous remercier infiniment, vraiment, pour tous les messages que vous m'avez laissés derrière sous la vidéo précédente. Là on est samedi, je l'ai mise en ligne ce matin. Et par rapport à mon ressenti sur Bookstagram, tout ça, vraiment merci, parce que j'ai pas fait ça pour ça, mais ça fait plaisir de voir des gens qui savent pourquoi ils me suivent et qui sont toujours là et qui commentent régulièrement. Merci beaucoup, merci à tous ceux qui commentent pas souvent et qui commentent une fois en disant je commande pas jamais, mais je regarde toutes tes vidéos et ça me fait vraiment super plaisir, quoi, parce que c'est très reconnaissant, c'est très comment dire congratulatif. C'est pas du tout français. C'est très bénéfique, voilà, j'ai pas le bon mot, mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Gratifiant, voilà. Pourquoi je suis partie si loin dans un mot qui n'existe pas? C'est très gratifiant, donc merci vraiment beaucoup. J'aurais envie de tous vous rencontrer en fait et qu'on discute lecture pendant des heures. C'est pas possible, donc on le fait sur YouTube, mais vraiment, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Enfin, chacun fait ce qu'il veut, on est d'accord, mais voilà, si vous avez des questions, des commentaires positifs, négatifs, mais construits, vraiment n'hésitez pas, parce que ça me fait souvent réfléchir, les commentaires aussi de gens qui sont négatifs, en fait, j'en ai de temps en temps. C'est assez rare, je vous avoue. Mais par exemple, j'en ai eu un sous Battle Books que j'avais fait. Quelqu'un qui disait que finalement c'était un peu dépourvu d'intérêt parce que je ne faisais que faire sans vraiment analyser le pourquoi du comment, sans expliquer de quoi parlait le bouquin. Et ça m'a fait réfléchir en disant oui, après j'ai fait ça un peu à l'arrache. Le parti pris c'était d'aller vite en fait, de pas trop réfléchir. Mais pour les prochains Battle Books, j'analyserai, enfin c'est pas que j'analyserai, c'est que je développerai un peu plus le résumé de chaque livre par exemple avant de les choisir. Donc j'en ai tenu compte parce que c'était constructif et voilà. Donc voilà, merci beaucoup, vraiment beaucoup pour tous les commentaires, ça me fait très chaud au cœur, ça me fait super plaisir, parce que moi je suis toute seule devant mon téléphone là, et c'est vrai que c'est compliqué des fois de se dire est-ce que ça parle à des gens, est-ce qu'il y a des gens qui regardent, et oui, il y a des gens qui regardent, des gens qui commentent, et c'est pour ça qu'on fait ça, je pense, et je suis vraiment pas la seule à penser ça. Je sais que toute la communauté Booktube, Booksta, la majorité fait ça justement pour échanger en fait avec vous, qui n'ont pas forcément d'amis, de personnes dans la famille avec qui discuter lecture. Et on est un peu là pour ça aussi, parce que finalement, nous on est pareil. Hein. Moi, mon mari il lit pas, très très peu. Ma famille, pas trop. Mon fils, pas encore. Mais j'y travaille. Vous avez tous les livres que j'ai achetés là à Montreuil. Je lui ai déjà lu les deux, Le Chat et La Nuit des Songes, de La Tête Ailleurs, des éditions La Tête Ailleurs, qu'il adore. Il adore ces deux livres-là. Et là, ce soir, on a lu La Famille Souris. Et au début, il voulait pas. Et je dis, écoute, on lit La Nuit des Songes, on lit Le Chat, et après, on lit La Famille Souris. Comme ça te fait 3 histoires. Donc, on a lu les 2 premiers. Il m'a passé le premier. Après, il m'a passé le deuxième. Après, j'ai fermé, j'ai rien dit. Et il m'a passé La Famille Souris. Donc, il a compris qu'on lisait La Famille Souris aussi. Donc, j'étais contente, parce qu'au début, il voulait pas. Et finalement, à la fin de l'histoire de La Famille Souris, il m'a dit encore. Donc, j'ai lu 2 fois La Famille Souris. Il est un petit peu monomaniaque sur une histoire à chaque fois. Une histoire peut lui faire des mois. En fait. Et quand il était tout petit, j'avais déjà des livres. Oh, j'avais Petit Chat, Petit Renard, Bonne Nuit tout le monde. Et en fait, il est né au mois de juin. Et en décembre, il y a Montreuil. Et le premier Montreuil que j'ai fait quand il avait 6 mois, je lui achetais déjà des livres. J'ai acheté déjà des livres pour le soir, en fait, parce que tous les soirs, depuis qu'il a 6 mois, on lui lit une histoire du soir. Que ça soit Croque-Bisou, que ça soit un truc... on cherche souvent des histoires de soir, en général. Là, j'avais acheté aussi Est-ce que la maîtresse dort à l'école? C'était rigolo, parce que là, il a 2 maîtresses cette année. Il est en moyenne section. Et ça le perturbe, parce qu'il était chez les petits, il avait une maîtresse hyper douce, bienveillante et tout. Et là, c'est... déjà, il n'y a plus de sieste, il n'y a pas d'ATSEM, il y a pas de... Il y a 2 maîtresses, il a 2 maîtresses, donc ça alterne une semaine sur 2. Donc c'est très perturbant pour un enfant de 4 ans, en fait, pas qui débarque, mais qui passe de petit à moyen, finalement déjà presque grand, parce que ils doivent être un peu plus autonomes, plein de choses qui rentrent en compte, et du coup, sa maîtresse, au début, ces 2 maîtresses, c'était un petit peu compliqué, elles sont très bien, hein, mais du coup, c'était différent, et je me dis, allez, on va acheter un livre sur les maîtresses, comme ça va un petit peu le rassurer, et le faire rire sur le rôle d'une maîtresse. Alors la maîtresse, elle dort à l'école, c'est rigolo, elle fait la fête et tout. Donc voilà, peut-être que ça a aidé.
Je sais pas. Mais en tout cas, c'est l'école des loisirs qui fait ça. Ils font vraiment plein de choses à l'école des loisirs. Et voilà. Et pourquoi je vous disais ça? Pour vous dire que je lisais des histoires d'histoire à mon fils, que j'en ai acheté à Montreuil. Et voilà. Est-ce que je fais une transition Montreuil? Je vous ai débriefé Montreuil dans le vlog précédent, comme quoi c'était pas ouf. J'étais un petit peu déçue. Et j'en ai parlé à mon mari. Et il m'a dit, mince, je suis désolée. Est-ce que tu veux essayer d'avoir ta dédicace des secrets pamplemousse dimanche? J'ai dit, écoute, ouais, ça m'embête. Voilà. Non, vas-y. Du coup, il est possible que demain je retourne à Montreuil. Voilà. J'ai dit à personne. Mais peut-être j'y vais. Et peut-être j'y vais juste pour Virginie, pour la dédicace des secrets pamplemousse. Je suis toute folle parce que je me dis enfin je vais la voir. Ça fait longtemps que je la suis sur Insta et j'adore son travail. Et si je peux la voir vraiment, ça serait trop bien. Et en plus, là, je tombe sur le compte Instagram de Talent Haut parce que je vois que Colline Pierret fait une lecture dansée de Une grammaire amoureuse. Une grammaire amoureuse est un recueil de poésie publié chez l'Iconopop, branche de l'Iconoclaste, il est là-haut, ouais, il est là, qui a été un énorme coup de cœur, parce que c'est une poésie qui m'a vraiment transcendée, qui m'a complètement appelée et happée, et j'ai voulu la danser. Et j'ai fait une chronique dansée, donc ceux qui me cherchent, enfin, qui me suivent sur Instagram l'ont probablement vu. J'ai fait ça devait être quand? En avril, je crois, mars ou avril, une chronique dansée. Je suis allée dans ma salle de danse et puis j'ai commencé à improviser sur un texte de Colline Pierret, de La grammaire amoureuse. Et j'adore faire des chroniques dansées quand ça s'y prête. J'avais fait aussi une chronique sur, comment il s'appelle, Louvet, Germain Louvet, la biographie de Germain Louvet, qui s'appelait... Je me rappelle plus, c'est chez Fayard, c'est une étoile, c'est un danseur étoile, et pareil j'avais fait une chronique un peu dansée, et j'aime bien faire ça parce que c'est mon outil de travail, parce que c'est ma passion, c'est parce que voilà, c'est mon travail de danser, et que ça m'habite, et que du coup quand j'allie la lecture et la danse, c'est, voilà, pour moi c'est naturel en fait, de danser la lecture, quand ça m'inspire. Et donc j'avais fait ça, et Colline Pierret m'a remercié d'avoir fait ça. Elle a dit merci à vous pour vos mots, c'était magnifique. Et elle m'a dit qu'en fait il y avait une lecture dansée qui allait être faite voilà, en avril. Donc ça devait être en mars quand j'avais publié ça. Et j'ai fait c'est génial, excellent, super. Et je ne savais pas que ça allait se reproduire. Et en fait elle est demain à Montreuil pour une lecture dansée, mais à 11h. 11h ça va être un peu short. Donc je pourrais pas y aller, mais par contre elle est en dédicace à 15h chez Talent Haut. Et en fait elle a écrit plein de trucs chez Talent Haut, chez le Rouergue et tout, plein de trucs, ado, jeunesse et tout. Et comme c'est une femme qui est très impliquée dans le droit des femmes, les violences, des choses comme ça, je suis persuadée que ce qu'elle écrit, ça doit être génial. Donc, il n'est pas impossible. Demain, c'est à 15h. Le secret des bons pamplemousses, c'est à 13h. Si je me débrouille bien, je fais les bons pamplemousses et après, je file chez Talent Haut avec le livre Une grammaire amoureuse, peut-être pour le faire dédicacer, et pour la voir, et pour juste dire merci en fait pour ces mots, parce que c'est incroyable. Donc voilà, où j'en suis. Peut-être demain je suis à Montreuil, peut-être pas. Peut-être pas. Je sais pas. Si, je pense que j'en reparlerai à mon conjoint, mais ouais. Je pense que oui, parce qu'il était vraiment attristé de voir que j'avais loupé des dédicaces que je voulais vraiment absolument, et je suis rentrée en faisant un peu la gueule à la maison. Donc voilà. Donc il est probable que demain, je retourne à Montreuil. Alors sinon, niveau lecture, j'ai commencé et terminé Le Passager de Patrick Sénécal, mon premier Patrick Sénécal, très court, 211 pages, dense, vraiment dense, pas trop de dialogue, et une lecture qui prend son temps. On est donc avec Étienne qui a 28 ans, qui travaille à l'université de Montréal, probablement. Non, Drummondville. Non, il habite à Drummondville, il est originaire de Drummondville, et il travaille à Montréal, je crois que c'est ça. Et il accepte un poste de professeur de littérature au cégep, je ne sais pas ce que c'est que le cégep, de sa ville natale, au cégep. Bref. Et donc, ce trajet-là lui fait une sacrée trotte, en fait. Il dit que, donc il fait l'aller-retour par l'autoroute 20, le trajet ne prend pas plus d'une heure, cela lui permettra d'écouter de la radio et surtout d'oublier sa récente séparation. Donc, il fait quand même ses allers-retours. Mais ça me paraît quand même long parce qu'il dit, oh, ça fait une trotte, machin. Ça va être un petit peu long. Et puis, un jour, il voit un autostoppeur le long de la route, et puis il passe. Il dit, oh, j'aurais pu le prendre quand même. J'aurais pu le prendre, après tout. Puis il dit, ah, non, c'est flippant, les autostoppeurs, ils vont me tuer et tout. Il le prend pas. Il dit, oh, si je le revois un autre jour, je le prends. Bon, il le revoit un autre jour. Il le prend. Et puis, il est très sympa, en fait, cet autostoppeur. Il explique un petit peu sa vie, il s'appelle Alex et tout. Ses parents habitent je sais plus où.
son père, son oncle est garagiste, un truc comme ça, bref. Okay. Et puis ils se mettent d'accord sur le trajet, en fait, qu'ils font ensemble. Et ben ils vont le faire le mardi et le vendredi, parce qu'il est sur le même trajet, donc Étienne va le prendre à tel endroit, et puis le laisser à tel endroit, tout ça. Et puis finalement, il a plus peur, parce que bon, bah, c'est juste un autostoppeur, c'est juste un passager. Et tout va bien, bien sûr. Jusqu'au jour où il se passe quelque chose. Et où Étienne va être impliqué dans une affaire de meurtre. Et là, quand on a été bercé par la plume de Sénécal au début, avec un mec totalement lambda, prof de lettres, qui étudie la littérature fantastique, qui croit pas trop, qui a rompu avec sa nana, il le vit mal, il va chez ses parents de temps en temps. Une vie banale, très réelle, très très ancrée dans le réel. Et là, ce basculement-là nous fait dire ah, mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que en fait c'est super concret ce qu'il nous raconte, donc ça va être vraiment très très concret aussi ce qu'il va nous dire là. Et en fait on entre dans quelque chose qui n'est pas du tout fantastique, mais qui est vraiment flippant de réalité en fait. Parce qu'il a réussi à nous amener dès le début dans son style réaliste. Sénécal est réputé pour faire des romans flippants, horrifiques. Alors celui-là est peut-être pas très horrifique, psychologiquement vraiment intéressant, même si j'avais un peu deviné la fin, parce que c'est peut-être un peu facile. Néanmoins, alors ce livre-là, il est écrit que c'est publié en 2018, mais il a été publié avant. Parce qu'il y a écrit, la première version de ce roman est parue en 1995 chez Guy Saint-Jean éditeur, collection noire Horreur. La présente édition propose une toute nouvelle version qui en constitue la version définitive. Donc j'imagine que ça a été un peu retravaillé, mais que le gros cœur du roman a été publié en 1995, il y a presque 30 ans. Donc je pense qu'il y a presque 30 ans, ce genre de sujet et de développement d'histoire n'était peut-être pas traité. Maintenant, on a beaucoup de dénouements rocambolesques qui nous sont proposés dans les romans horrifiques, tout ça. Et là, c'est vrai que bon, on va dire, pour moi, c'est le niveau 1. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé, finalement. J'en attendais beaucoup. Et je me suis dit, bon, je pense que, Patrick, tu peux aller plus loin que ça. Donc, je veux en lire d'autres. Je veux lire 51 050 rue des Ormes. C'est ça qu'il a écrit. Voilà, qui est son premier et qui a été écrit en 2001. Mais je pense, du coup, qu'il a peut-être été écrit encore plus tôt. Il y a Sur le seuil aussi, il y a Alice, que je veux absolument lire, qui est une réécriture de Alice au Pays des Merveilles. Le vide, que je veux juste absolument lire, parce que je vous en ai parlé, il me semble. Je veux lire aussi Flo, F-L-O-T-S, et ce sera déjà, et L.com peut-être aussi. L.com, peut-être vous en avez entendu parler, c'est un film aussi, ça a été adapté en film, je crois, L-H-E-2-L.com. Voilà, donc je suis très curieuse de continuer avec Patrick Sénécal, maintenant que j'ai mis un pied dedans, je comprends son vocabulaire québécois qui est pas très loin du nôtre, de toute façon il y a quelques expressions, tournures de phrases qui sont pas gênantes. Il y a juste un truc qui s'appelle, il dit Chris, ah Chris, ça doit être genre, j'en ai rien à... vous voyez. Voilà, mais sinon, voilà, j'ai mis un pied dans la plume de Patrick Sénécal et je suis bien contente parce que il me semble que c'était, alors c'était pas écrit, mais c'était un de mes objectifs de tête en 2023 de lire Patrick Sénécal et je suis contente, voilà. Du coup, j'ai un petit jour d'avance, une petite soirée d'avance. J'ai commencé Les Ombres de Salem de Stéphane Gallas, que je lis en lecture commune avec Angie et Estelle. Et j'ai un petit marque-page totalement d'époque, enfin d'époque de période, adaptée à la période. Qui fait ça? October Dots. Octobre avec O-C-K, October Dots, je crois. Si j'y pense, je vous mets le nom. Si j'y pense pas, redemandez-moi, parce que j'ai pas de cerveau. Voilà, je suis page 21. Et on est... je veux pas lire le résumé, en fait. Je peux faire ça, si vous voulez le lire vous, mais moi, je vais pas le lire, en fait. Il y a juste écrit 3 sœurs, 3 façons de se venger. Et on est dans des propos rapportés au début, et c'est Andy qui nous avait dit ça dans le 3e qu'il a écrit, qui s'appelle Métamorphosis, je crois. Elle l'a lu quand on allait à Bruxelles. En fait, c'est... Le début est à chaque fois comme ça. Pièce numéro 1 à 20, transcription révisée à la fin de publication. Voilà. Donc c'est à chaque fois des pièces, comme des pièces à conviction, qu'on nous donne, en fait, au niveau du roman. Je peux rien vous dire pour l'instant, j'ai lu 20 pages. Donc je vais un petit peu le continuer ce soir, je vais l'avancer demain. Et je l'ai prévu jusqu'à mardi inclus. Il fait presque 500 pages. Je vais peut-être décaler. Après, je lis Manon Fargeton. Tout ce que dit Manon est vrai. Donc bah, ça me fera probablement la semaine, celui-là et l'autre. Ouais.
Voilà, je voulais également vous parler d'une box que j'ai reçue qui s'appelle La Belle Culture. J'ai accepté ce partenariat parce que j'en avais déjà entendu parler chez Louise, l'ivresse de lire des livres, et que ça me paraissait intelligent comme box. C'est une box culture, du coup, avec un thème, avec des documentaires liés à ce thème, avec des petits goodies et avec un livre personnalisé. Un peu comme la Cube, vous répondez à un questionnaire et ils vous choisissent en fonction de ça un bouquin. Et on a la possibilité de regarder le titre avant qu'ils nous l'envoient, si jamais on a déjà le titre. Donc moi j'ai accepté, j'ai regardé, je connaissais pas. Donc j'ai vu que c'était un tome 2, mais c'est un thriller policier, donc je me suis dit que ça pouvait être lu indépendamment. Dans cette box, on a plein de choses. On a déjà ça. Bon, c'est de la pub, hein, c'est pour gagner. Il y a un petit quiz de culture générale. Et là, c'est le magazine, en fait, La Belle Culture, qui est disponible en numérique. Voilà. On a du thé de English Tea Shop. J'aime bien, c'est Magda qui m'avait offert du thé comme ça, English Tea Shop. C'est très très bon, c'est du Earl Grey. Et ça peut toujours servir quand je pars en vacances, par exemple. Je vous montrerai le bouquin plus tard. Alors, là, on a La Belle Culture version histoire. Donc là, c'est une box histoire. Il y a une box culture, je crois. Moi, j'ai pris histoire. Et là, on est sur la Seconde Guerre mondiale, avec comment dire, pas un résumé, mais un petit peu les faits, c'est une carte, hein, les faits qui se déroulent durant la Seconde Guerre mondiale, de 39 à 45, en 41, l'opération Barbarossa, le 6 juin 44, nanana, enfin en 45, donc un bref résumé, intéressant, qui fait pas de mal à rappeler, de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Puis on a ensuite les chroniques de La Belle Culture, édition Histoire. Et là, on a plongé dans le passé. Article d'expertise. Et on a un petit article comme ça de 3-4 pages qui nous donne en fait des éléments sur l'impact des grandes guerres sur la société moderne. Donc il y a l'impact politique, social et culturel. Et après, on a un défi culturel. En scannant le QR code, en fait, on a des questions. Et on peut accéder aux réponses en scannant le QR code. Donc il y a vraiment un truc interactif qui est vachement intéressant. Et là, on a la ligne du temps, panorama historique. Donc on a une petite frise chronologique avec les dates. On commence en 1789, la Révolution française, et on va jusqu'en 1899. Parce qu'en fait, le thème du mois, c'est la guillotine. C'est pas la Seconde Guerre mondiale. Il y a une partie Seconde Guerre mondiale, et là, c'est la guillotine. Donc là, c'est La religion du couteau, préface de Eric Jung, et c'est de Michel Benoît. C'est publié chez Marivol. Je ne connais pas du tout ce livre, ces éditions. Mais c'est et texte et images. Et donc on parle bien sûr de la Révolution française, mais on parle du début en fait de la guillotine jusqu'à la fin, finalement, l'histoire de la guillotine. Donc moi ça me paraît, je trouve ça chouette, j'adore la guillotine, non j'aime beaucoup la Révolution française, et du coup je suis toujours curieuse. Ah bah il y a les chants aussi, les hymnes patriotiques, c'est marrant. Donc ça a l'air vraiment assez bien renseigné, ça fait un peu flipper quand même. C'est pas un dessin, hein, c'est une photo. Donc voilà, mais ça fait partie de l'histoire finalement. Et donc là, le thème de ce mois-ci, donc je pense décembre, c'est la guillotine. Je ne sais pas quels ont été les thèmes précédents de ces box, mais je serais assez curieuse de les connaître. Voilà, donc ça c'est pour la guillotine. Et on a également un magazine, le Géo-Histoire sur Eiffel, le génie d'un siècle. Donc là, c'est le numéro, hein, il coûte 7,50 €. Donc je ne sais pas combien coûte la box, par contre, vous avez, parce que je l'ai reçu du coup en partenariat gratuitement. Mais c'est beau, ça, dis donc. La gare de Budapest. Est-ce que vous connaissez la gare de Budapest? Elle est très jolie, je trouve. Voilà. Voilà, et puis après, on est avec l'Observatoire de Nice. Et puis on va parler de Eiffel, de tout ça, de tout ce qu'il a fait, j'imagine, bien sûr. Et puis c'est cool, quoi, c'est culturellement intéressant. Et puis on n'a pas que ça, j'en étais donc là, avec la guillotine. Michel Benoît du coup, Michel Benoît, la guillotine. Donc on parle, ah voilà, le choix de la guillotine comme livre du mois dans le cadre du thème de l'histoire est particulièrement approprié. Benoît, avec son approche détaillée et sa narration captivante, permet au lecteur de s'immerger dans un des événements les plus marquants de l'histoire moderne, facilitant la compréhension des forces sociales et politiques qui l'ont façonné. Son impact réside dans sa capacité. Poursuivre l'aventure, recommandations post-lecture. Plongez votre immersion avec nos recommandations inspirées de la guillotine.
Les Misérables de Victor Hugo. Pourquoi? Pour une plongée dans la France du 19e siècle, explorant les thèmes de la justice, de la pauvreté et de la lutte pour la liberté. Il y a plein de trucs comme ça. Un village français, la série Un village français, je ne l'ai jamais vu, mais ça vachement bien. Le Collier rouge de Jean-Christophe Ruffin. Le Comte de Monte-Cristo de Dumas. La mort et mon métier de Robert Merle. Ce bouquin est dans ma bibliothèque depuis 20 ans, au moins. Non, je dis des bêtises. Oh, je l'ai acheté au début de Bookstar. Je l'ai acheté, il y a bien 7 ans. Voilà. Il est même pas dans ma palle. Il est en haut dans ma bibliothèque, chez les folios, c'est un folio. Je l'ai jamais lu. Je ne sais pas pourquoi. Je pourrais le sortir. Je pourrais me le défier. 2024, je lis La mort et mon métier. Et 93 de Victor Hugo, effectivement. Journal de bord, vos réflexions historiques. Si vous pouviez rencontrer une figure historique, qui serait-ce et quelles questions lui poseriez-vous? Imaginez avoir une conversation avec une personnalité du passé, nanana. Répondez à nos questions d'histoire, scannez le QR code et rejoignez la discussion. Donc il y a une discussion en fait autour de ces questions. Donc il y a une espèce de forum de discussion. C'est trop bien. Et derrière, nous avons le voyage temporel, les dates clés de l'histoire. Voilà la sélection du mois. Et les livres... Ah oui, les trésors culturels. Donc il y a Sapiens, le film Gladiator, la série The Crown, le documentaire The World at War et les podcasts Hardcore History par Dan Carlin. Pour une narration passionnante et détaillée d'événements historiques majeurs rendant l'histoire vivante et accessible. Hardcore, je sais pas si ça va faire le focus, pas du tout. Je suis désolée. Hardcore History par Dan Carlin. Carlin, comme un Carlin. Voilà. Donc, trop bien, trop contente de cette box. La guillotine, géohistoire, j'ai pas fini. On a ensuite un monsieur et madame je sais tout. Trop mignon. Avec des anecdotes, des faits, des histoires. Et en fait, on a tout un sommaire détaillé. Donc, on a les grands explorateurs, les monuments historiques, l'ingénierie, les cultures du monde, la nature, l'archéologie, phénomènes naturels, avancées scientifiques, sport et olympisme, innovation et invention. Et en fait, dans chaque page, on a des petites anecdotes et des faits historiques en lien avec le thème. Donc, grands explorateurs, ça va être le mystère de Roald Amundsen. Ça me dit quelque chose. Jeanne Barret, pionnière du voyage, découverte de la boussole, etc., etc. Donc, il y a comme ça tous les thèmes. Et à la fin, quel est le dernier territoire inexploré qui a captivé l'humanité depuis des millénaires et continue de défier nos plus grands rêves? Plongez avec nous dans le mystère de l'exploration spatiale dans votre prochain carnet. L'aventure continue, partagez vos découvertes, blablabla. Et je trouve ça trop bien, vraiment intelligent en fait. Et le livre, ah non, j'ai eu un petit collier, trop mignon. Mais il est fragile. Alors je vous le montre comme ça. C'est une petite clé. C'est un collier clé, je le trouve trop mignon. Voilà, ça fait un peu collier Inca, genre collier Indiana Jones, vous savez. Voilà. Bref, il est très mignon. Et le livre en question est Crow de Roy Braveman. Et Bernard Minet dit, si vous ne vous réveillez pas, c'est que vous êtes mort. Si ça ne vous réveille pas, c'est que vous êtes mort. Et en fait, qu'est-ce que j'apprends? Plus connu sous le pseudonyme de Yann Manouk, Patrick Manoukian, alias Roy Braveman, est l'auteur de la trilogie mongole à succès Hyrule Delger, que j'avais commencé, jamais fini, mais j'avais trouvé ça super drôle au début, paru chez Edouard Michel, blablabla. Le premier opus, blablabla, et donc, là, le premier de celui-là, ça s'appelle Hunter. Peut-être que vous connaissez Hunter. Le deuxième, c'est Crow. Et le troisième, Freeman. Crow, c'est 2019. Il est assez gros, mais il est écrit gros aussi. Il fait 350 pages. Et ce qui est très drôle, c'est que du coup, Yann Manouk, j'ai déjà commencé Hyrule Delger il y a un moment maintenant. Hein. Mon fils était pas né, je crois. Il y a bien 5 ans. Que j'avais pas terminé parce que... autant au début, j'avais trouvé ça très drôle. Et puis après, l'enquête me faisait patauger dans la semoule, ça m'intéressait pas. Donc je l'ai mis de côté, c'est pas très grave. Mais cet auteur-là a aussi écrit Scary Christmas, qui est sur mon programme de décembre, sous le pseudonyme Hélène, je sais pas quoi, que j'avais acheté à la foire du livre à Iris Noir, Bruxelles. Et en fait, c'est Cécilia Cherry Blossom qui a dit qu'en fait, elle l'avait vu, elle, au salon du livre de Colmar, peut-être. Et en fait, c'était Yann Manouk. Je suis mince, parce qu'il était en dédicace, je crois, Yann Manouk. Elle me dit, mais tu t'es pas allé le voir? Mais je dis, mais je savais pas que c'était lui. Donc j'avais les boules. Donc c'est pas très grave, mais je crois que ce mec est
dingue d'écriture, quoi. Il publie tout le temps, donc sous plein de pseudos différents, donc faut se méfier. Dès que vous connaissez un nom d'auteur que vous connaissez pas, c'est peut-être Yann Manouk. Il est partout, ce mec. Mais vraiment, il a publié beaucoup de choses. Donc voilà, Crow, un de plus dans la palle. Ça va pas être dans la palle prioritaire, hein, je le lirai en 2024. Mais je pourrais peut-être me le programmer tranquillou en avril. Parce que janvier est déjà pris, février est déjà pris, et mars, c'est mars au féminin, donc je ne lis pas de femmes. Et heureusement que je sais, parce que Scary Christmas, Hélène machin truc, j'aurais pu me lire en mars, alors que c'était un homme. Voilà, donc merci beaucoup, La Belle Culture, pour cette box. Est-ce que je voulais le résumer? Peut-être pas mal, non? Des déserts arides du Mojave jusqu'au Brooks Mountain dans le nord de l'Alaska, du pays des crotales au territoire des ours et des loups, une chasse à l'homme haletante et sans pitié. Traqueur ou traqué, homme ou femme, prédateur ou victime, peu importe, le système ne pardonne jamais, surtout pas aux innocents. J'aime bien parce que ça en dit pas trop. Et ça, c'est une bonne 4e de couverture. Donc voilà, merci beaucoup à La Belle Culture. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, mais sachez que ça s'appelle La Belle Culture, qui font une box mensuelle et que ça m'a l'air vachement intéressant et intelligent. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Moi, je vais retourner aux ombres de Salem. Et ça fait déjà 26 minutes que je parle. Wow. Et du coup, bah, je vous reprendrai peut-être à Montreuil demain. Bonjour tout le monde, on est mardi matin. Je vous reprends un petit peu pour vous parler lecture, et puis réception, et puis ce que j'ai vu. Voilà. Alors, on commence par quoi? Par les lectures. Les ombres de Salem de Stéphane Gallas, j'ai passé la moitié. Je vais l'avancer aujourd'hui. Je suis page 271, il en fait 460. J'essaie de ne pas me spoiler à chaque fois. 70, donc 200 pages encore. Je ne vais pas le finir ce soir. Je le finirai demain. On est dans quelque chose d'assez intéressant et mystérieux avec 3 sœurs. Je ne sais pas si je vous ai pitché déjà le résumé. On est donc avec 3 sœurs, Dwayne, Deb, Déborah et Diane. Et avec un père qui se fait appeler Dadky, K-Y, qui est un petit peu perdu depuis que sa femme l'a quitté. Et en fait, sa femme est partie de la maison sans vouloir donner de nouvelles, même à ses filles. En fait, elle est partie. Elle ne veut plus entendre parler de cette famille-là. Donc c'est un peu mystérieux. Et à côté de ça, on rentre du coup dans le vif du sujet dans le livre avec l'histoire de Dwayne qui va être violée en fait lors d'une soirée et qui va donc se réveiller sans comprendre ce qui s'est passé. Elle va arriver chez elle, c'est la panique et en fait elle tombe sur sa petite sœur qui est un peu paniquée aussi mais qu'elle veut protéger, elle veut rien lui dire. Et puis elle tombe sur sa grande sœur aussi, elle explique et tout. Et puis il y a une espèce d'ambiance bizarre parce qu'elles habitent toutes les 3 avec leur père dans une nouvelle maison, celle-là, une maison à Salem, qui a été visiblement, qui a eu des petites histoires sympathiques il y a quelques années. Donc tout tourne autour de cette ambiance un petit peu bancale, étrange, étonnante, avec ce viol au milieu. Jusqu'au jour où en fait... Dwayne va se rendre compte, se rend compte déjà que sa petite sœur a des troubles un peu schizophréniques, schizo-affectifs je crois. Donc elle est un peu suivie, elle est sous traitement, mais sa sœur n'est pas d'accord, elle dit non, arrête ce traitement, ça te fait plus du mal qu'autre chose. Et en fait, cette maladie-là va se révéler être autre chose à partir du moment où elle va avoir des visions très très particulières. Je ne vais pas vous en dire plus. Mais il va y avoir un lien entre l'histoire de sa sœur Dwayne qui a été violée et Déborah, Deb. En parallèle de ça, on suit une affaire de tueur en série, qui est pour l'instant un peu brumeuse parce que on a certains éléments, je trouve qu'il y a beaucoup de choses et que parfois c'est pas très clair, alors peut-être que je suis pas assez attentive aussi. Mais je préfère suivre l'histoire des 3 sœurs, qui est un peu plus intimiste, on va dire, que l'histoire de ce tueur en série, mais je pense bien sûr qu'il y a un lien. Je ne veux pas vous en révéler plus parce que j'ai déjà passé la moitié. On est dans une structure un peu particulière où en fait on a des pièces à conviction en guise de chapitre. Je vais essayer de vous montrer. Donc, le début c'est pièces 1 à 20 et on est avec une transcription révisée à la fin de la publication, Dwayne ou l'imprudence. Donc les pièces 1 à 20 concernent Dwayne. Et là où j'en suis, voilà. Pièces 21 à 56, transcription révisée à la fin de publication, afin d'être publiée.
Diane ou la ripeuse. Donc là, on est sur les pièces 21 jusqu'à 56, et je suis sûre que si je vais à la pièce 57, j'aurai l'histoire de la troisième sœur qui est plutôt logique, voilà, Déborah, pardon, ou le jugement. Donc on est dans 3 parties à peu près égales, où j'imagine bien sûr que les révélations de Déborah vont remettre tout le puzzle en place. Donc c'est assez particulier parce que on a tant les propos des sœurs que des lettres vérifiées, comme ils disent, authentifiées, que des récits de l'inspecteur qui est en charge de ce tueur en série. Donc c'est assez complexe comme structure, comme roman aussi, et donc je pense qu'il faut être assez attentif. Il ne faut pas le lire sur 2-3 semaines, je pense qu'il faut vraiment l'enchaîner le plus possible, et c'est pour ça que je vais vraiment essayer de bien l'avancer aujourd'hui, parce que là, entre hier et dimanche, je ne l'ai pas beaucoup avancé. J'ai pas pris le temps de l'avancer, donc je ne sais plus si je vous ai parlé de lecture d'avant. Je vous ai parlé du passager? Je sais plus. Je crois. Bref. Donc dans les ombres de Salem, il faut être assez attentif. J'aime bien. C'est pas oufissime pour l'instant, mais c'est pas grave, parce que ça me tient quand même en haleine, parce qu'il y a un sujet qui est très important. Et en discutant avec l'auteur, il m'a expliqué qu'en fait, ce qui est retranscrit, c'est la vérité. C'est des choses qui ont existé, qui sont vraies. Donc c'est encore plus flippant, bien sûr. Voilà, après, j'en attends un peu plus. Voilà, parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Sempiternelle, Aude, qui adore aussi, qui adorait ce livre, elle m'a dit c'est génial, c'est trop bien. Donc j'en attends beaucoup. Je le lis en lecture commune avec Angie et Estelle. Chacune à son rythme, mais on va attendre de débriefer un petit peu toutes les 3. Donc voilà, je vous en dirai sûrement plus jeudi quand je l'aurai terminé. Mais en tout cas, voilà, je suis intriguée pour l'instant. Heureusement intriguée, enfin dans le bon sens, on va dire. Voilà, j'avais acheté à Iris Noir. J'ai mon petit logo. Et il est donc dédicacé par l'auteur. Je ne sais plus ce qu'il m'avait écrit. Hop, hop. Bienvenue à Salem's Village. À la fin, l'amour gagne toujours. Amitié, très bien. Bon, ben voilà, on verra pour ça. Petite réception livresque de la part des éditions Lithos. Classique, parmi les classiques, Raymond Radiguet, Le Diable au corps, que je connais, que j'ai... Je crois que je l'ai dans une édition, mais moche, mais la plus moche du monde, je crois. Si je retrouve la photo, je vous la mettrai. Mais vraiment... On dirait un espèce de, vous savez, de photo d'un roman photo mal fait, en fait. Je crois que c'est Le Diable au corps. Je crois que c'est Le Diable au corps, ouais, c'est celui-là. Et du coup, la couverture m'avait beaucoup perturbée quand j'étais jeune, et je crois que je ne l'avais jamais lu. Donc c'est pas plus mal, parce que cette couverture est bien plus jolie. Je la trouve absolument magnifique, avec ces fleurs-là. Et c'est donc suivi du bal du comte d'Orgel. Ça me dit très très vaguement quelque chose, ce nom. Ils sont sortis tous les deux, donc il est sorti, pardon, le bouquin le 15 novembre. Il y a une quinzaine de jours, pardon. Oh, Raymond Radiguet, dis donc, il a une tête... J'aurais pas cru. Bref. Ah, mais oui, il est mort à 20 ans. Mais oui 1903-1923, il n'a écrit que 2 romans. Ok. Mais oui, ça me dit quelque chose, cette histoire. Il est mort très 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 jeune. Oui. Et ben, je pense que je vais le lire. En plus, il doit pas être bien long. Hein. Marque-page. Il doit pas être bien long. Est-ce que j'ai un... Ah putain. Il y a des chapitres qui sont pas numérotés. Je déteste ça. Mais le diable au corps, c'est une histoire d'amour, je crois. Voilà. C'est assez court. Il fait 159 pages. Et encore, il commence pas au début, bien sûr. Page 9. Ouais, donc 150 pages. Ça va. Franchement, ça va. Qu'est-ce que je peux vous dire? Raymond Radiguet n'a écrit que 2 romans, blablabla. En 1923, il a à peine 20 ans lorsqu'il publie Le Diable au corps. Le récit d'une passion amoureuse entre un adolescent et une jeune femme dont l'époux est au front. Oui, je me rappelle. Parce que je l'avais étudié. Je ne l'ai pas lu, mais je l'ai étudié. L'année même où paraît ce roman au parfum de scandale, il compose Le bal du comte d'Orgel, a priori de facture plus classique, qui sera édité peu de temps après sa mort. L'auteur y met l'accent sur la psychologie des personnages avec pour toile de fond le Paris des années folles. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce roman. Le Diable au corps, que vous l'avez probablement étudié aussi. Je crois que j'étais au collège quand je l'ai étudié. Donc voilà, c'est un récit, à mon avis, très très accessible. Je le tenterai. Je le tenterai, peut-être en lecture commune, si ça vous dit. On verra. Je le tenterai. Ça veut dire que je fais plus ça dans la... Je vais mettre dans la palpa prioritaire. Je triche. Oh, je triche. Voilà, donc merci beaucoup les éditions Lithos. Vraiment, cette couverture est magnifique. Elle est superbe. Je sais pas de qui elle est. You
Yuli Mouli, c'est ça? Ça peut être ça? Yuli Mouli? C'est pas écrit. 2023 novembre. Des fois ils mettent la couverture. Et là c'est pas écrit. Peut-être que c'est ça, Yuli Mouli, parce qu'il y a un petit C, genre droit d'auteur, je sais pas quoi. Mais elle est très très belle. Voilà pour la réception. Je voulais aussi vous parler de Montreuil, parce que je suis retournée. Ah, Montreuil, c'est tombé. À Montreuil pour le secret des bonbons pamplemousse. Je vais vous montrer ma dédicace. Petite dédicace de Noël. Regardez comme il est beau. Donc c'est un tampon qu'elle a fait faire en fait, parce que je pense que ça prend un temps fou à chaque fois de faire des dédicaces en dessinant. Donc c'est un tampon qui est à elle, puis elle a fait un petit esprit de Noël. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, franchement foncez, faites-le offrir, faites-vous le offrir à Noël. Il est vraiment très très beau. Et en plus, il y aura une suite. Voilà, donc ça c'est l'exclu. Ça sera pas tout de suite parce que c'est en train d'être... elle est en train comment dire, de s'imprégner et de se renseigner pour la suite, justement, au niveau des photos, des paysages, de tout ça, des idées. Donc c'est vraiment pas du tout tout de suite. Voilà, donc je suis trop contente pour ça. Et en plus, j'ai vu Colline Pierret parce que j'ai appris qu'elle faisait une lecture dansée de Une grammaire amoureuse que moi j'avais chroniqué en dansant à l'époque, en avril, je crois, mars au féminin, il me semble. Et du coup, elle avait vu cette chronique, elle m'avait dit qu'il y avait une lecture dansée qui était prévue, en fait, qui était faite pour ça, parce que ces mots-là étaient faits pour être vivants, finalement. Et donc, il y avait une lecture dansée à 11 h, j'ai pas pu y aller. Quand je l'ai vue, elle m'a dit que c'était pas les meilleures conditions pour faire ça, mais c'est pas très grave. Et donc, j'ai pu la voir, et je me suis dit, allez, je vais quand même prendre Une grammaire amoureuse, mais vu qu'elle dédicace chez Talent Haut, je vais lui prendre son dernier roman jeunesse, ado, qui s'appelle En couple. Donc c'est chez Talent Haut, j'ai confiance en Talent Haut parce que je sais qu'il publie des romans engagés, souvent sur des sujets vraiment tabous. Il y a l'homosexualité, le suicide, le viol, l'inceste, tout ça. Enfin vraiment, il y a des sujets très 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 forts que traite Talent Haut et les auteurs de Talent Haut. Et là, donc, je ne savais pas du tout qu'elle avait écrit pour la jeunesse. Elle a écrit plein de choses, notamment aux éditions du Rouergue. Donc je vous invite à aller faire un tour dans sa bibliographie finalement, parce qu'elle a fait vraiment beaucoup de choses. Je ne sais pas s'il y a une bibliographie d'elle. Nope. Non. C'est pas très grave. Non, c'est les remerciements. Non, il n'y a rien du tout. Mais voilà. Les autres publications de Talent Haut dans cette collection Ego. Et là, donc, en couple, on est avec Miloche. Donc, ce n'était pas Miloche que je voulais quitter, c'était nous. Il était la seule personne avec qui j'avais jamais eu envie de former un couple. Mais justement, je ne le voulais plus. C'était le couple que je voulais quitter. C'était le couple dans le monde. Le monde... Oh, vous savez quoi, je recommence, parce que c'est juste pathétique. Ce n'était pas Miloche que je voulais quitter, c'était nous. Il était la seule personne avec qui j'avais jamais eu envie de former un couple. Mais justement, je ne voulais plus. C'était le couple que je voulais quitter, c'était le couple dans le monde autour du couple, être en couple dans le monde, c'était moi en couple. Voilà, enfin un regard novateur et salvateur sur le couple, un livre essentiel et un gros coup de cœur. Donc ça c'est une librairie à Laval. Voilà, donc ça je l'ai pris parce que je me suis dit, elle dédicace sur le stand, je vais pas juste prendre ça pour le faire dédicacer, je vais être un petit peu logique. Donc j'ai pris celui-ci, je l'ai fait dédicacer et elle m'a dédicacé aussi Une grammaire amoureuse. Et là j'étais trop contente, donc j'ai pu discuter un petit peu avec elle. Donc voilà, je suis pas restée très longtemps, j'ai dû rester 1h30 à Montreuil, mais c'est pas grave. Je voulais vraiment faire ces deux dédicaces là et je suis super contente. Il y avait moins de monde que vendredi, hein, quand il y a moins de scolaires, c'est... un peu mieux, enfin un peu mieux, non parce que c'est très très bien que les scolaires y aillent, mais ça crie un peu moins on va dire, dans tous les sens, et voilà, c'était vraiment chouette, finalement, Montreuil c'était chouette, la deuxième fois c'était mieux que la première. Voilà pour les achats et ce que j'avais à vous dire. Maintenant on va passer à ce que j'ai vu, alors je pense que ça sera en deuxième partie, parce que je me suis noté des trucs que j'ai pas encore regardé, par exemple Jeannot ce livre. Elle a fait une vidéo sur les prix littéraires. Elle a lu tous les prix littéraires cette année et elle nous donne son avis. Donc je suis assez curieuse de son avis, notamment sur Triste Tigre, parce qu'elle a quand même reçu 2 prix littéraires. Et puis sur son avis sur le Goncourt, bien sûr. Donc voilà, j'ai regardé complètement par hasard, c'était quand? Dimanche, à la télé, sur France 2, il y avait le 20h30
de... Oh, je sais plus comment il s'appelle ce mec, ce journaliste là du journal, qui recevait Mathieu Chédid et Amélie Nothomb. Je tombe dessus et je vois Amélie Nothomb avec tous ses chapeaux qu'elle essaie, machin. Je trouve, tiens, c'est rigolo. Et donc elle explique son processus de travail et tout. Et donc en fait, Amélie Nothomb, moi je la lis depuis qu'elle a sorti La Nostalgie heureuse. Oh, c'était quand? Oh, je dirais 2017, peut-être, 2016. Un petit moment. Et je l'ai découvert comme ça, avec celui-là. Et en fait, j'ai appris qu'elle écrivait à ses fans, à ses lecteurs. Elle répondait à ses lecteurs. Alors je me suis dit, tiens, je vais lui écrire. Du coup, je me suis mise à écrire à Amélie Nothomb. Et j'ai reçu un certain nombre de lettres. Et je corresponds avec elle depuis plusieurs années. Et je l'avais vue en dédicace 2 fois, je crois. Elle se rappelle, bien sûr, de ses lecteurs, parce qu'elle a une mémoire de dingue. Et c'est vrai, et c'est vraiment vrai. C'est pas du vent. Et elle écrit, elle répond. Alors c'est une lettre comme ça, elle répond au sujet qu'on traite dans les lettres précédentes, mais elle répond, elle discute un petit peu. Donc moi, ce que j'aime bien, c'est qu'elle m'envoie une lettre juste avant ma fête. Bon, je la reçois pour le 1er décembre en général, et c'est rigolo. Je vais vous montrer un petit peu. Elle m'a mis une petite carte de son dernier roman. Et alors, je vais pas tout vous montrer parce que bon, ça reste perso, parce qu'elle m'envoie une image en plus d'elle. Voilà, je vais pas vous la montrer, mais voilà. Donc elle écrit comme ça. Elle me dit bonne fête, merci pour vos lettres. Voilà. Elle répond à quelque chose que je lui avais envoyé. Elle me demande comment va mon fils, parce qu'elle connaît mon fils du coup. Et on a parlé en fait de la Divine Comédie, parce que je lui ai dit que j'avais écouté son podcast sur la Divine Comédie. Elle me dit c'est difficile, mais c'est à lire, c'est sublime. Votre intérêt pour mes podcasts m'enchante. Elle me dit qu'elle est en dédicace le 27 décembre aux Galeries Lafayette. D'ailleurs, si vous voulez y aller, voilà. Moi, je pourrais pas parce que je suis pas là. Mais voilà, chers amis, je vous souhaite le meilleur. Voilà. Et c'est drôle parce que on se dit c'est quand même improbable, quoi. C'est une autrice nationalement connue. Qui a quand même toute une histoire, tout un mythe autour d'elle, voilà, c'est assez drôle, et bah elle correspond avec nous, voilà, donc c'est très drôle. Donc vous pouvez lui écrire, bien sûr, hein, je sais pas si vous allez voir, non, c'est rue Huygens, je n'ai jamais su prononcer ce truc, Huyghens, au 22 rue Huygens. Donc vous écrivez à Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel, elle a son bureau, et elle disait qu'elle passait 5 heures par jour à répondre à ses lettres, donc elle écrit à peu près une centaine de lettres par jour, et elle répond comme ça à ses lecteurs, et c'est pas un mythe, c'est vraiment ça. Moi j'ai toute une pile de lettres d'elle, mon papote, voilà, donc c'est assez drôle. Je me dis que quand elle sera morte, ou dans 30 ans, ou j'en sais rien, ça vaudra peut-être des sous. Je les vendrai pas, mais je me dis, ah, j'aurai la reconnaissance d'avoir des lettres d'Amélie Nothomb. Et encore, je me dis, je dois pas être la seule, puisqu'elle écrit 5 heures par jour à ses lecteurs. Donc on doit être un bon paquet à lui écrire, finalement. Donc il n'y a rien de très original. Ça serait mieux d'avoir une lettre de Stephen King. Ça serait beaucoup plus original et beaucoup plus unique. Mais bon. Donc voilà, donc je suis tombée sur ce reportage-là, c'était assez rigolo. Je pense que ça doit être en replay, je pense. C'est le 20h30, vous savez, l'invité du 20h30, un truc comme ça, le dimanche. Voilà, et sinon, je suis tombée sur une vidéo que Jeanne ce livre, a recommandée, d'une influenceuse qui s'appelle Sabine. Je suis prise du nez, hein, je vais me moucher peut-être. Et je vous annonce que mon thé, qui était en train d'infuser depuis 16 minutes, est toujours bon. C'est un gain matcha, c'est un thé vert, et finalement je me dis que même au bout de 3 minutes, bah, quand les saveurs ont disparu, ça infuse plus, donc ça va. Bon, il est tiède, mais c'est pas grave. J'agrémente ce petit thé avec un petit sablé de Noël à la cannelle. Voilà, que j'ai fait ce week-end avec mon fils. Donc, je vous parlais de Sabine, qui est donc booktubeuse. Et elle a filmé une vidéo sur la gêne des influenceurs. Elle a pris en exemple une jeune femme qui se filme dans des postures assez improbables et un petit peu parlantes sexuellement, dans un magasin de literie, sur un lit. Donc déjà, tu dis... Donc elle se filme, donc elle se met en scène par rapport à ça. Et elle parle de cette gêne des influenceurs qui se filment dans la rue. Et il y en a plein qui disent, on n'a rien à faire, moi je fais ce que je veux. Et bien sûr, tu as cette liberté-là, c'est intéressant. Mais du coup, ça m'a fait dire, les vidéos, par exemple, je vous parlais des petites japonaises qui se filment chez elles, faire des petits vlogs cosy et tout, le ménage, machin. Finalement, à partir du moment où tu mets ton trépied et ton téléphone dans un endroit de la pièce, tu sais que tu es filmé, puisque c'est toi qui décides en fait de te filmer. Donc c'est forcément mis en scène. Et du coup, tu ne profites pas forcément
de ta journée de la même façon, si t'es filmé ou si t'es pas filmé. Et elle montrait aussi un couple qui était sur son lit en train de prendre son petit déjeuner, mais c'est filmé, donc c'est de toute façon mis en scène, donc ce n'est pas naturel en fait. Et c'était assez intéressant parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses comme ça qui sont faites, même moi des fois je le fais, je me filme en train de lire, je le mets en... ça s'appelle hyperlapse je crois, ou je sais plus quoi, en vitesse accélérée, mais je me mets en scène en train de lire, c'est pas naturel. Alors quand je lis, je suis vraiment comme je suis normalement en fait, quand je lis je suis comme ça, je me remets une mèche, je me remets les lunettes, je me tripote, machin, tout ça, c'est naturel. Mais finalement, je choisis de le mettre en scène. Donc c'était assez rigolo de prendre du recul par rapport à ça et d'observer que finalement, il y a plein de choses qui sont fausses, bien sûr. Mais voilà, je vous mettrai le lien, c'était assez intéressant. Et puis, je suis tombée aussi sur une vidéo, moi je ne l'ai pas regardée celle-là parce que ça ne m'intéresse pas, de Enjoy Phoenix. Sa vignette, c'est elle comme ça. Et le sous-titre, c'est pourquoi je n'ai plus d'amis ou pourquoi j'ai perdu mes amis. La pauvre, elle est très 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 connue. Chacun fait ce qu'il veut, chacun regarde les influenceurs qu'ils veulent, bien sûr, évidemment. Mais quand je vois ça, moi personnellement, ça ne me donne pas envie de la regarder. Et je me dis, waouh, elle se met pour le coup justement en scène. Donc elle a réussi à trouver une vidéo, un titre de vidéo et une vignette de vidéo où les gens vont dire, oh là là, la pauvre, vite, je veux vite savoir ce qui s'est passé. Mais en fait, on est tous comme ça. Quand il y a une booktubeuse, un booktubeur qui fait une vidéo en disant j'ai détesté tous les romans que vous avez adorés. Ça fait un peu... c'est vendeur. Donc en fait, il faut chercher systématiquement ce qui va être vendeur, ce qui va être regardant, ce qui va être regardable. Regardeur. Ce qui va donner envie de regarder. Et finalement, on est dans cette espèce de business du regard, comme ça, en disant, alors, qu'est-ce que je vais trouver qu'est-ce que je vais faire pour que les gens regardent mes vidéos? Et je me rends compte que moi, quand je fais ma petite vignette, vlog, lecture, numéro, machin truc, je me mets pas du tout en scène, je suis pas dessus. Mais je critique pas du tout les gens qui le sont, parce que c'est leur patte, c'est leur truc, mais c'est drôle de me dire je suis complètement à la ramasse par rapport à ça. Mais je suis pas la seule, il y en a qui ne le font pas aussi, qui mettent juste, je pense à Estelle, normalement il y a écrit carnet de bord, simplement, des petites images, des petits textes et tout. Moi je mets même pas, qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme légende? Vlog 84, thriller bougie et Cozy Mystery. Voilà, c'est un titre finalement. Donc il faut que ça soit parlant pour la communauté. Donc ça voudrait dire que les gens qui ne prennent pas le temps peut-être d'écrire un petit titre vendeur ou de montrer sa tête se diraient ah mais si je fais pas ça, les gens ils vont pas regarder ma vidéo. Peut-être. Je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas. Vous savez peut-être vous. Ouais. Ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait rigoler. Mais même de moi-même en fait. Donc voilà, c'était rigolo. Je vous mettrai les liens de toute façon. Voilà, je vais finir mon thé froid et mon petit gâteau. Et puis je vais avancer les ondes de Salem aujourd'hui. Je ne vous reprends pas demain parce que le mercredi c'est une grosse journée. Mais jeudi, j'aurai sûrement des choses à vous dire. Je vous reprends, on est mercredi soir. Il est 9h moins le quart. Mon conjoint est parti boire un verre avec des collègues. Et c'est la Saint-Nicolas. Voilà, on est le 6. Et du coup, j'ai mon petit pain d'épices de la Saint-Nicolas. Parce que ma belle famille vient d'Alsace. Et du coup, on a un peu la tradition de la Saint-Nicolas depuis du coup que je suis avec mon conjoint. Je connaissais seulement deux noms et puis maintenant on le fait un peu tous les ans. Donc voilà. Et alors je vais vous parler d'un truc hyper chelou. C'est que je me sentais pas forcément dans l'esprit de Noël et tout. Bon, si on a un sapin à la maison et tout. Et là je rentre ce soir. Et en fait je sors du boulot. Et je vois dans la ville où je travaille les lumières de Noël. Vous savez, sur les poteaux, les guirlandes et tout machin allumées. Et je fais hey, mais il n'y en a pas chez moi. Il y a 0 décoration de Noël dans ma ville. C'est la première fois que je vois ça. Je crois que l'an dernier, ils en avaient quand même mis à la mairie. Mais là, il n'y a rien. Et ça me paraît complètement dingue, en fait. Alors, je veux bien inflation, budget, tout ça, mais un tout petit peu. Le centre-ville, quoi. Je suis en centre-ville. Et peut-être c'est ça qui me manque. Inconsciemment, je me dis, tiens, c'est bizarre, je me sens pas trop à Noël. Hey, j'ai trouvé. Et ça me fait très bizarre. Et je suis arrivée chez moi, je suis sortie du métro, je me dis, non, mais non. J'ai regardé la mairie, je fais, mais non, il n'y a rien. Alors, je sais pas, je trouve ça très bizarre. Peut-être que c'est plus tard. Et en même temps, je sais qu'il y a des villes qui installent ça en octobre, en fait.
Donc il les allume que fin novembre, au début décembre et tout. Mais là, ça me paraissait vraiment bizarre. Et voilà, il n'y a pas de lumière dans ma vie. C'est tristounet, hein. Voilà. Donc moi j'ai ma bougie de l'Avent, j'ai mon sapin, j'ai des guirlandes. J'ai pas de bonnet de Noël, mais voilà, c'est un petit peu Noël à la maison. Puis c'est Saint-Nicolas, donc voilà. Niveau lecture, je suis un peu décalquée, je suis désolée, j'ai eu 7 heures de cours là aujourd'hui, je suis au bout de ma vie. J'ai fini Les Ombres de Salem de Stéphane Gallas. J'en ai parlé avec l'auteur. Je suis un peu mitigée. Et en fait, en parlant avec l'auteur, je me dis, mais oui, bien sûr, il a raison. Tout se connecte, tout est logique et tout a sa place, en fait. Sauf que moi, je m'attendais à quelque chose en lien avec donc l'événement tragique qui est arrivé avec Doen. Et je pensais qu'il allait partir dans cette direction. Il est parti ailleurs, mais effectivement, tout est lié. Deb, Déborah est le pilier central, finalement, de cette histoire. Et en fait, je pense que j'ai eu l'impression qu'il y avait 2 bouquins dans un, qu'il y avait vraiment beaucoup de choses, et que peut-être j'ai pas été assez attentive, peut-être aussi. Donc je m'en excuse si l'auteur passe par là. Mais c'est une lecture en demi-teinte, mais plutôt positive. Mais c'est vrai que comme je m'attendais à autre chose, voilà, et ça m'agace, parce qu'il est bon ce bouquin. Mais voilà, il pourra plaire. En fait, plus j'y repense, et plus je lui trouve du positif, finalement. Donc ça m'embête d'être mitigée, mais en même temps, je me suis perdue. Je me suis perdue dans ce bouquin. J'étais peut-être perdue aussi avec les personnages à un moment donné, autres que les 3 sœurs et le père, tout ça. Peut-être que j'ai pas été assez attentive. Des fois dans le métro il y a du monde, tu lis 3 lignes, tu les relis, et voilà, tu loupes peut-être des informations, il y a peut-être ça. Donc voilà, je vous le conseille quand même parce qu'il est intéressant. Je redis le terme intéressant parce que j'en ai parlé à l'auteur, mais c'est vrai que c'est intéressant au niveau de la structure aussi, ce système de pièces à conviction. Et ça sort un peu de l'ordinaire. J'en ai parlé avec Angie, Madame Chachali, qui m'a dit qu'effectivement pour elle c'est un bouquin au format pas commun. Et ouais, qui allait vers des sentiers dans lesquels on ne s'aventurait pas forcément en roman, et pourquoi pas, effectivement. Donc demi-teinte, mais quand même positif, finalement. Donc voilà, je retenterai peut-être l'auteur. Après, c'est ce résumé-là qui me tentait le plus. Les autres avaient l'air bien, mais ne me percutaient pas autant que celui-ci. Donc à voir, peut-être plus tard, peut-être Métamorphosis, parce que je sais que Angie l'a beaucoup aimé. Et à voir, voilà. Et j'ai commencé. Tout ce que Manon dit est vrai. Tout ce que dit Manon est vrai. Et là, je suis rentrée dans un bouquin très particulier qui finalement ne prend pas la tournure que j'attendais, mais c'est très bien parce que moi, ce à quoi je m'attendais, c'était vraiment hyper complexe. Mais j'aurais aimé qu'elle parte là-dedans. Et ça me donne des idées. Voilà, je pense à ça. Donc c'est l'histoire de Manon. On ne sait pas à quel point cette histoire est vécue. Il y a probablement, très probablement, des choses autobiographiques. Elle va utiliser l'autofiction. Elle le dit d'ailleurs au début, je peux peut-être vous lire le tout début. Alors d'ailleurs, c'est une police de caractère différente quand c'est Manon Fargeton qui parle. Voyez. Donc elle dit, ils diront tous « je ». Ce « je », je leur emprunte ou je leur vole, peu importe. Il est la rencontre de ce qu'ils m'ont raconté, de ce qu'ils ont vécu. De ce que nous avons vécu, pardon. Il est ce que tu en as fantasmé, il est ce que j'en reconstitue. Ce ne sont pas leurs voix, c'est moi qui parle à travers eux, moi qui te parle. J'ai tous les droits, tu sais, parce que cette histoire m'appartient, parce que tout est fictif et que rien n'est faux, parce que toi et moi, Manon, on a toujours su mentir vrai. Ce petit bout-là m'a percuté en me disant oh, où est-ce qu'elle va aller? Et en fait, le roman commence sur une mère qui parle à sa fille, qui s'appelle Manon, et qui lui explique qu'elle n'a rien vu venir, qu'elle s'est inquiétée, qu'elle était petite et puis qu'elle a grandi et qu'elle lui a échappé. Et puis en fait, on comprend au fil des pages que donc, Manon a 16 ans et qu'elle va rencontrer un homme haut placé dans l'édition. Je crois qu'il est directeur d'édition, maison. Et Manon va le rencontrer sur un salon du livre, où elle dessine, elle fait de la BD et tout ça, elle voudrait être publiée, donc elle va avoir des conseils. Elle retrouve son nom, son adresse, son mail, et elle va le contacter. Et ça va aller plus loin, vraiment plus loin que ça. Donc de là va naître une relation particulière déjà, et en plus, je vous donne pas trop d'informations,
Mais ce qui va se passer dans cette relation est hyper malsaine. Je la trouve très très malsaine. En plus du fait que, bon, ils aient 40 ans d'écart, bon, bref, on a déjà vu ça. Là, il y a un truc en plus. Et ce qui se passe, c'est que dans les chapitres, chaque voix appartient à quelqu'un d'autre que Manon. Sa mère, son frère, la personne en question qui s'appelle Gérald, et puis d'autres personnes comme ça. Et jamais Manon ne parle. Elle ne parle qu'à travers les dialogues qui sont issus des parties où des personnes parlent en la racontant. Donc il y a des dialogues, donc on voit Manon parler, mais on n'a jamais ça. À part au début, et à part là. Là, il y a une page entièrement écrite de Manon à Manon. Et c'est date de janvier 2021. Donc là où j'en suis, je suis à la page 87. Il en fait 460, quelque chose. Donc je suis à un petit 5e du bouquin. Et je trouve ça fascinant de me dire qu'une personne, que la personne qui a écrit ce roman, j'ai jamais lu Manon Fargeton, je la connais pas, je l'ai déjà vu, mais voilà. Une personne a réussi à se dire, je vais écrire un roman sur quelqu'un qui ne parle pas, mais dont on dit des choses. Et tout ce que dit Manon est vrai, probablement, mais ça on ne le sait pas, puisqu'elle ne parle pas. Je trouve ça brillant. Brillant. Donc je ne sais pas si tout le bouquin est comme ça. J'en sais rien. Là, peut-être que je m'avance beaucoup, mais je trouve ça incroyable. Incroyable. Et si elle garde ce parti pris, mais c'est brillant. C'est passionnant, c'est pertinent, c'est comment on a pu avoir cette idée-là. Quand on est auteur, on écrit un bouquin, on a sa structure en tête, on fait parler des personnages, ou on écrit à la première personne. Là, c'est écrit, du coup, à la deuxième personne, puisque souvent les personnes s'adressent à Manon. Mais où est-ce que ça va aller? Je trouve ça génial, c'est génial. Et ça me retourne le cerveau de voir cette structure de bouquin. Et c'est ça que je cherche aussi, en grande partie, quand je lis un roman. Peu importe le style, peu importe que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout, l'histoire, la structure, la manière, la narration me retourne le cerveau si elle est originale, perchée. Je me rappelle d'une nouvelle de Maud Mayeras dans le recueil... je sais plus. J'adore Maud Mayeras. Elle a fait toute une nouvelle en utilisant la deuxième personne du singulier, en disant tu as décidé de faire ça, tu vas faire ça, tu rencontres cette personne, que avec ça. C'est très original parce que 90% des romans ne sont pas écrits comme ça. Et du coup, ça accapare, enfin ça saute aux yeux en fait, ce genre de narration. Donc ça t'agrippe beaucoup plus facilement qu'un roman normal, je veux dire, écrit première personne, troisième personne, bref. Ce tu-là, tu le prends en pleine face. Et quand tu sais pourquoi elle écrit comme ça, à la fin de l'histoire, tu fais « Oh la vache, mais oui, mais c'est génial !» Parce qu'il y a toujours une raison, finalement, du processus de narration, du choix de la narration. Et c'est ça qui est extra. Et c'est ça que je trouve brillant. Voilà. Donc, Manon Fargeton, si tu regardes ma vidéo, je trouve ce processus de narration hyper génial. Maintenant, tu m'as vendu du rêve là sur les 80 premières pages. J'espère que tu vas continuer comme ça. Mais vraiment, ne serait-ce que pour ça. Oh, j'adore. Voilà. Après, c'est hyper malsain comme relation, c'est très, très, très particulier. Donc, je me demande à quel point c'est vrai, et je pense que c'est vrai. Et je ne sais pas si c'est vrai. Ah, j'aime trop, ça me retourne le cerveau. J'adore ça, j'adore être torturée de mon cerveau de lectrice, là, j'adore ça. Je dois avoir un problème, je pense, mais, mais j'adore, je trouve ça extra, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser là, je vais reprendre un petit peu mon bouquin. Puis je vais aller dormir quand même, je pense, parce que je suis tellement au bout de ma vie. Tous les mercredis, j'ai 7 heures de cours. Et tous les mardis soirs, je me dis, oh, mon fils se réveille pas à 5h30. Et tous les mercredis matins, mon fils se réveille à 5h30. Évidemment. À bientôt. On est jeudi matin et je voulais vous parler 2 petites minutes d'une autrice que j'avais lue il y a 6 ans.
et qui n'écrit plus, je crois, maintenant, parce que quand je la vois sur Instagram, je vois tout ce qu'elle lit, mais je ne vois pas qu'elle écrit. Donc peut-être que je suis passée à côté d'informations, ceci dit. Mais c'est une autrice belge qui s'appelle Julie Gred. Vous savez que j'aime bien vous faire découvrir et même lire des romans qui sont peut-être pas forcément connus, voilà. Et là, je me dis que ça peut peut-être vous intéresser. On est en période de Noël. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « Ceci n'est pas qu'une comédie romantique ». Donc ceci est une comédie romantique. Ceci n'est pas qu'une comédie romantique. C'est une des seules comédies de Noël que j'ai lues. Et je me suis marrée. Je me suis marrée, vraiment. Je vais vous lire le résumé. Lorsque bébé se réveille en sursaut dans un avion qui atterrit au cœur des montagnes enneigées, elle se demande ce qu'elle est venue faire dans cette galère. L'explication est en fait très simple. Elle s'est fait retourner le cerveau par sa meilleure amie. La voilà coincée pour 2 semaines dans un chalet somptueux parmi des amis trop fêtards. Le genre à faire couler le champagne à flot. Tout ce qu'elle déteste, tout ce dont son cœur cabossé n'a pas besoin. C'est du moins le programme de départ. Une fois arrivée, bébé apprend qu'une tempête cloue tous les avions au sol et qu'elle sera seule dans ce chalet ultra design. Sauf que derrière la porte, l'ambiance est bien plus tamisée que prévu et bien moins solitaire. Un blond aux yeux verts, bien trop beau pour être vrai, lui a préparé des Saint-Jacques et l'attend. Il est décidé à lui faire avouer tous ses secrets. Peut-être qu'elle va adorer ça. Donc, dit comme ça fait comédie romantique de Noël. Mais en vrai, Julie Gred, elle casse un peu les codes dans sa manière d'amener les choses et j'avais vraiment beaucoup aimé ça. Donc, il est chez les éditions Jourdan Pixel. Je ne sais pas, au niveau de l'édition, s'il est encore disponible, j'en sais rien. Mais si vous avez l'occasion de le trouver, il est court, hein. Il fait 250 pages, à peu près. Et ça change un petit peu, peut-être, de toutes les comédies romantiques qu'on voit en ce moment. Donc voilà, ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Noël. Qu'une comédie romantique, pardon. Et elle a écrit aussi La véritable histoire des contes de fées. Ce que Walt ne nous a jamais dit. Et là, pépite, pareil, édition Jourdan. Parce qu'en fait, Julie Gred nous propose une conférence dans le monde des morts, où Walt Disney va nous expliquer en fait toutes ses inspirations, tout ça, où c'est super drôle. Alors, je vais pas vous lire si, je vais vous lire le résumé peut-être. Si. Et si Walt, de là-haut, avait décidé de passer en revue ses longs métrages inspirés de contes et de les comparer aux œuvres originales, serait-il obligé de conclure que les contes cruels, écrits à l'origine pour préparer les enfants à un monde difficile, sont devenus, sous son regard, des contes de fées pour endormir nos enfants ? Dans les vrais contes, ceux dont s'inspirent régulièrement Walt et ses successeurs, les happy ends ne sont pas toujours légion. Les morales sont sans concession cruelles. Sauf que, saviez-vous que chez Andersen, la petite sirène n'épouse pas le prince Eric, délaissée, elle devient écume plutôt que de sacrifier celui qu'elle aime. La Blanche-Neige du conte n'a que 7 ans et que si sa belle-mère désire ses poumons et non son cœur, c'est pour s'en goinfrer. La Belle au bois dormant n'est pas embrassée, mais violée par son prince dans son sommeil. De cette union naîtront des jumeaux que sa belle-mère cannibale tentera de dévorer. Les belles sœurs de Cendrillon n'hésitent pas à se mutiler les pieds à l'aide d'un couteau de boucher afin de les faire entrer dans la pantoufle de verre. Pinocchio est loin d'être un gentil petit garçon, il laisse Geppetto se faire emprisonner pour maltraitance et écrabouille Jiminy Cricket à l'aide d'un maillet. Et non, désolé, ils ne vécurent pas heureux jusqu'à la fin des temps. J'adore, j'ai envie de le relire parce que, en fait, pour chaque conte, elle va... Alors attendez, je vais vous prendre un début de chapitre. Voilà. Un chapitre, ça s'appelle Deuxième heure parce que c'est une conférence, donc il y a plusieurs heures à cette conférence de Walt Disney. Donc Walt est interviewé, il explique et tout, et là il va parler des Silly Symphony. Donc en fait, elle se base vraiment sur ce qui existe en fait, de Disney. Les 3 petits cochons, et puis en fait, les étudiants vont poser des questions, les étudiants morts vont poser des questions à Walt Disney mort, qui va répondre en expliquant sa version à lui des 3 petits cochons par exemple. Pareil pour, si je vais plus loin, le sommeil, voilà, la Belle au bois dormant. Le soleil, la lune et Taillis. Donc en fait, elle va chercher vraiment les origines des contes chez Andersen, chez Perrault, chez tout ça, et même ailleurs. Et j'avais trouvé ça déjà hyper bien renseigné, hyper bien documenté, et super drôle. La manière dont c'est amené sous forme de conférence, c'est génial. Pareil, je ne sais pas comment est édité ce livre, s'il existe encore, mais vraiment, si vous avez l'occasion de tomber dessus, mais foncez, c'est divin. Et moi, je savais pour les belles sœurs de Cendrillon, je ne savais pas pour la Belle au bois dormant, ni pour Blanche-Neige, ni pour pour la petite sirène, je savais qu'elle se transformait en écume. Mais c'est vrai que
voilà, ça peut nous faire revenir un peu brutalement dans le monde réel quand on lit les vrais contes. Mais c'est vrai que c'est pas du tout joyeux et que Walt Disney en a fait autre chose. Voilà, c'était pour vous dire ça. J'ai pas beaucoup avancé le Maman Fargeton. Je vais l'avancer là bien aujourd'hui. Je sais pas si je vous reprends demain. Peut-être je vous reprends samedi. J'ai cours exceptionnellement samedi et je remplace une collègue. Donc peut-être que je vous prendrai dans ma voiture pour conclure ce vlog. Sinon, bah, cet après-midi ou ce matin en fin de matinée, si j'ai des choses dans la boîte aux lettres. Voilà. J'espère que vous ça va et que vous faites de bonnes lectures. Nous sommes vendredi matin et je viens conclure cette semaine de vlog. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez aimé passer un petit peu de temps avec moi cette semaine. J'ai pas fini, tout ce que Manon dit est vrai. Je suis à la page 290, il m'en reste moins de 200 puisqu'il fait 470 pages. Et je suis toujours aussi troublée par ce procédé de narration absolument extra. L'histoire est complètement folle. Je suis troublée. Alors, je sais pas si ça peut être un coup de cœur. Je sais pas, je vais voir quand je l'aurai terminé, pas aujourd'hui, peut-être pas demain, peut-être dimanche, je sais pas, j'ai le temps. Après je lis Meurtres Zen, le tome 3, je le lis chill, j'ai rien, enfin j'ai programmé des choses mais j'ai pris de l'avance sur mon planning donc je suis tranquille, sans pression. Mais je suis très intriguée par ce bouquin qui me prend un peu aux tripes et qui me fait me rendre compte que le Manon Fargeton a énormément de talent pour raconter les choses. Je voudrais la relire, mais en fait elle a écrit tellement de trucs. Elle a écrit beaucoup de choses en SF, jeunesse, plein de trucs. Et ces autres romans, en fait, souvent, je lui en avais parlé, j'étais allée la voir avec Magda, je crois, au salon, je pense que c'était à Brive. Et j'avais discuté avec elle justement de ce qu'elle... Non, oui, c'était à Brive. C'était à Brive il y a 2 ans, je crois. Il me semble. Bah, c'était là, c'était pour la sortie de ce roman. C'était pour la sortie de ce roman, c'était l'année dernière. Et elle m'avait parlé de ces autres romans qui abordaient... Alors moi j'ai dit, voilà, il y a des thèmes pour moi que je souhaite éviter en lecture. J'ai pas envie de lire. Et en fait, elle m'a dit, ah bah, celui-là, il parle de ça, celui-là, il parle de ça. Donc bon, j'avais été un peu, ouh, ok. Et celui-ci me tentait beaucoup. Et je suis bien contente qu'il soit sorti en poche et de le lire parce que vraiment, je serais peut-être passée à côté s'il n'était pas sorti en poche. C'est bête, hein, mais bon. Et si je l'avais pas reçu, effectivement aussi. Donc parfois, les services presse, ça a du bon. Donc merci beaucoup Pocket pour cet envoi. Et merci Manon Fargeton pour ce roman parce que vraiment, j'ai pas fini, hein, il me reste moins de 200 pages, mais je sais déjà que ça me marque et ça va me marquer vraiment au niveau du choix de la narration qui est absolument dingue. Donc vraiment chapeau par rapport à ça. Hier, je suis allée récupérer chez ma libraire mon petit Billy Brouillard, le détective du bizarre, le tome 2, avec la petite loupe qu'on avait déjà dans le tome 1 et qu'on retrouve dans le tome 2 parce qu'il y a des images en 3D qui révèlent les monstres. Bon alors c'est de la jeunesse, hein, mais c'est du Billy Brouillard, donc j'adore le trait de Guillaume Bianco, que je lis tous les 1er janvier depuis longtemps maintenant. Et j'ai regardé en fait, il y a le descriptif. Donc moi j'ai lu le tome 1, j'ai lu le premier Billy Brouillard, que j'avais emprunté à la médiathèque à l'époque, je ne l'ai même pas acheté, il faudrait que je l'achète un jour. J'ai lu le tome 2, le tome 3 est sur les sirènes, il me tente pas trop. J'ai lu les 2 premiers tomes des Comptines malfaisantes, qui est en fait 3 petits livres, je vais vous montrer après. Et j'ai lu les fantômes, et j'ai pas lu les chats, parce que les chats, bon, c'est pas dingue. Donc j'en ai lu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être le 7e, donc ça va être la 7e année où je lis un Billy Brouillard le 1er janvier. Eh, c'est pas beau ça, franchement. Je vais vous montrer les autres. Alors voilà les Comptines malfaisantes. Ça se présente comme ça, c'est un coffret, un joli coffret, il y en a différents à chaque fois. J'en ai 2. Et à l'intérieur, il y a 3 petits livres. C'est un bel objet livre hein, déjà. Donc un petit livre là qui s'appelle L'heure dernière, Angoisse nocturne et Le bonhomme de la pluie. Qui sont des petites histoires, des petites comptines, racontées du coup par l'auteur. Comment je peux dire ça? Pas très pratique. Hop, voilà. Et voilà, c'est assez court, hein. C'est ça qu'il y en a 3 aussi. Et voilà, c'est des petites comptines, des petites histoires un peu effrayantes, avec des personnages un peu particuliers. J'aime bien, j'adore, moi. Donc voilà, le coffret coûte 30 €. Il y a 3 petites histoires dedans. Et moi j'en ai 2, peut-être que je prendrai le 3e à l'occasion. Et donc les autres Billy Brouillard, je les ai également. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah si, j'ai reçu autre chose. J'ai eu un petit message de la collection Proche qui est
les sorties poches de l'Iconoclaste et des arènes, vous connaissez probablement déjà. Et c'est Anne-Sophie qui m'a demandé en fait si je voulais peut-être avoir un petit livre pour Noël ou deux, s'il y en avait plusieurs qui me tentaient, de ne pas hésiter à lui en parler. Et je me suis dit, ah, c'est trop gentil, je vais en prendre un petit quand même, parce que c'est Charlotte, Lots of Books, qui en a beaucoup parlé, enfin qui en a très bien parlé, et qui me tentait, c'est Toucher la terre ferme de Julia Kerninon, où elle parle de maternité, de grossesse, de femme, d'être femme aussi quand on devient mère. Et du coup, voilà, il est très très court, hein. Il fait moins de 100 pages. Il fait 100 pages. Non, il fait moins de 100 pages. Ah ouais, il fait carrément moins de 100 pages. Dis-toi. Il fait 91 pages. 6,90. Bon. Voilà, c'est la collection proche. Merci beaucoup Anne-Sophie. Il est très très court, donc peut-être que je vais le caser entre deux bouquins. Ça fait plus 1, mais vraiment, c'est un tout petit plus 1, quoi. Là, je suis à 13 dans la palle. Et je reste à 13 parce que j'ai acheté une enquête des Sœurs Brontë que je vais bientôt recevoir, je l'ai mis dans la palle. J'ai reçu celui-là et j'ai reçu aussi Crow dans la box culture. Donc ça fait plus 3, donc finalement sans ces 3-là je serai à 10. On y arrive à la palle à 0, on y arrive, croyez-moi on y arrive. Alors bien sûr il va y avoir des sorties, il va y avoir des nouveautés que je vais vouloir, il va y avoir Noël où je vais recevoir probablement quelques livres. Mais bon, on y arrive, petit à petit, on y arrive, on y arrive. Et puis c'est surtout que là, tous ceux que je vois, là je vois Glacé, il saute en janvier. RG et Laurie, il saute en janvier. Raison Obscure, il saute en février. Ah, le cheptel, le cheptel, il est gros, très très gros. Le Pétronille, ah, faut qu'on se le programme avec Estelle, le Pétronille. Le Raymond Radiguet, je sais pas quand. Christelle Duchamp, il saute la semaine prochaine. Le bouquin de Colline Pierret, je sais pas quand, mais c'est un jeunesse. Les Willoughby, je l'ai programmé en janvier aussi. Là où se cachent les âmes sœurs de Nathalie Hugues, je crois que je l'ai mis aussi là dans le mois de décembre. Et les Meurtres zen, je le lis aussi là. Donc vraiment, là, en 2 mois, à la fin du mois de janvier, il restera vraiment plus grand chose. En sachant que j'ai commandé Shining aussi, pour la lecture commune du mois de janvier. Donc je vais le recevoir. J'ai commandé... Ah bah c'est tout. C'est tout. C'est bien que c'est raisonnable. Franchement, petit à petit, j'en commande un, par-ci, par-là. J'essaie de voir tout ça, et en fait, bon, je reçois un de temps en temps aussi, donc ça c'est chouette. Mais voilà, je suis assez contente de cette palle qui se compte presque sur les 10 doigts de maman. Rappelez-vous, je l'avais compté quand j'étais à 10. Je suis plus à 10, mais c'est pas grave. Ah, il y a le bouc émissaire aussi de Daphné du Maurier. Je sais pas quand je vais le lire celui-là. Faut que je demande à Estelle. On verra. Voilà, et bah écoutez, je vous laisse là. J'espère que ce vlog vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous lisez, ce que vous avez aimé, les sorties que vous attendez. Est-ce que vous attendez la rentrée littéraire de janvier? Je sais pas vraiment ce qui sort. Je commence à recevoir un peu les programmes là, les catalogues. Mais qu'est-ce que j'ai reçu récemment? Aussi, bah, l'Iconoclaste, le nouveau Cécile Coulon qui s'appelle La langue des mots... Ah, je sais plus. La langue de quelque chose. Je me rappelle plus. Je veux le lire absolument. Parce que j'ai tellement adoré Seule en sa demeure que je veux vraiment lire autre chose de cette autrice. J'ai pas lu encore Une bête au paradis. Ah si? Non, c'est La vraie vie que j'ai lu. J'ai pas lu Une bête au paradis. Faudrait que je lise Une bête au paradis, tiens. Je vais voir avec le nouveau. Si vraiment il me plaît à fond, je lirai Une bête au paradis. Est-ce que vous l'avez lu, Une bête au paradis? Je crois qu'il est un peu particulier. J'avais eu beaucoup de retours par rapport à celui-là. Donc voilà, est-ce que vous êtes tenté par la rentrée littéraire de janvier? En sachant qu'elle est toujours un peu moins fournie que celle de septembre, mais est-ce qu'elle a vraiment lieu d'être? Je ne sais pas. J'ai vu qu'il y avait certaines maisons d'édition qui faisaient attention à leurs commandes, aux quantités de livres qu'ils reçoivent, qu'ils commandent aussi, pour éviter de mettre une grosse partie au pilon. Ça, c'est quand même assez tragique. Donc on est quand même toujours dans la surconsommation, même dans les bouquins, donc c'est un peu dommage. Mais bon, que voulez-vous? Voilà, j'espère quand même que vous faites de bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt.